Quand un contrôleur de gestion retail s'en va, le risque, ce n'est pas seulement la charge de travail, c'est la perte de continuité sur le pilotage. Exactement au moment où la direction a besoin de visibilité pour prendre des décisions structurantes. Aujourd'hui, on vous raconte les missions chez un de nos clients retailers, assurer la continuité du contrôle de gestion retail et accompagner une réflexion stratégique via des simulations financières. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Herman et je suis avec Alexandre Nutins, prestataire chez Synoxis. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Alors Alexandre, je te laisse te présenter. Ok, bah écoute, en quelques mots, je travaille en transition maintenant depuis un peu plus de 2 ans. J'ai fait 6-7 missions depuis 2 ans, quelquefois chez les mêmes clients et quelquefois j'avais 2 missions en même temps chez des clients différents. Voilà, et avant, mon parcours avant, c'est d'avoir beaucoup travaillé en contrôle de gestion et en gestion dans des boîtes retail. Et j'ai une double casquette, donc j'ai fait du contrôle de G et j'ai fait aussi bien opérationnel que plutôt financier. Et j'ai fait aussi de l'opérationnel, j'ai été directeur régional. Donc j'ai animé les magasins sur un réseau retail. Voilà, Donc le commerce, ça te connaît. c'est ça. Ouais. Très bien. Et donc, tu es prestataire chez Synoxis et tu as fait pour nous une mission chez un de nos clients. On pose le décor un petit peu de cette mission. Quel était le contexte au départ? Le contexte était, alors je suis chez un client pour qui le retail est entre guillemets accessoire, c'est pas l'activité principale, c'est pas le business principal, et c'était pour remplacer un contrôleur de gestion qui était en place, qui travaillait plutôt bien et qui a décidé de partir pour un nouveau projet, et dans un contexte aussi qui est un peu difficile pour le client actuellement, et je pense que la décision de prendre un prestataire en transition, c'est qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'allaient devenir ces branches. Voilà. D'accord. C'était ça aussi. On n'arrive jamais dans des contextes où tout va bien. Voilà, c'est aussi des contextes. Voilà. Et comme c'est un Ok. peu annexe à l'activité principale, bah, il fallait quelqu'un qui soit autonome rapidement. Rapidement, oui. Voilà, parce que c'est annexe et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'expertise et il n'y a pas beaucoup d'aide quand on en a besoin. Voilà, il faut savoir se débrouiller. Ok. Donc, toi, tu arrives donc pour remplacer le contrôleur de gestion qui est parti, donc pour tenir la boutique pour le Oui, pilotage du quotidien. Et il y a aussi une notion un petit peu éclairer le futur sur la simulation exactement. financière, c'est ça? Il y avait vraiment une double attente. Il y avait assurer le quotidien parce que personne d'autre ne le fera. Parce que ce côté annexe, bah, il y a quelqu'un qui s'occupait pour la gestion, le contrôle de gestion de toute la partie chiffres dans l'animation pour donner des éléments aux équipes. D'accord. Donc d'animation, mais il y a aussi toute la partie financière des remontées au groupe. Donc ce côté autonomie, il fallait quelqu'un qui assure la continuité. Voilà. Ils Et avaient donc, du coup, quand tu arrives, quand tu arrives dans ce contexte, tu priorises quoi? Tu priorises comment? Alors, là, moi, j'ai pris sur cette boîte-là, j'ai eu la chance d'avoir un vrai tuilage. Donc ça, quand on y arrive, c'est quand même très bien. Et ce qui m'a permis de bien prendre pendant quelques semaines, j'ai eu un tuilage pendant 2 semaines et demie à peu près, 2 semaines, 3 semaines, de bien, d'écouter tous les gens qui sont autour, donc la personne qui avait le poste, et puis aussi de repérer quels étaient les interlocuteurs privilégiés. D'accord. Et puis après, de prioriser les tâches. Qu'est-ce qui est indispensable qu'il faut que produire? Quelles sont les productions indispensables à tenir? Dans un premier temps, parce que c'est ça qu'on attend, c'est dire faut qu'il y ait une continuité. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on doit produire, quand et comment le faire. Donc aussi essayer de récupérer, ou si ça n'existe pas, de mettre en place des process. Parce qu'il y a un moment où on se retrouve quand même. Là, j'ai eu la chance d'avoir un tuilage, c'est pas toujours le cas, mais on se retrouve vite tout seul. Donc euh, il faut essayer de savoir d'où viennent les données, quels sont les outils, où est-ce qu'ils sont rangés. On se retrouve dans une boîte où on n'a pas l'habitude, c'est pas les mêmes habitudes nulle part. Où ça se trouve sur un drive, sur un drive partagé, voilà, c'est des choses qui paraissent bêtes, mais on peut vite perdre du temps. Donc moi, c'est aussi au départ, c'est bien essayer de prioriser et avoir mes gros cailloux de trucs indispensables. Le lundi matin, il faut qu'on sorte le reporting. La clôture, elle va commencer à tel moment.
on va faire des business reviews, ça va tomber à tel moment dans la semaine, dans le mois, etc. Les gros pavés un peu obligatoires pour que les gens soient au moins qu'ils soient rassurés sur les chiffres dont on a besoin, on va les avoir. Voilà, ça c'était la première chose que j'ai faite. Et je vois que tu ne bouges plus, je ne sais pas si tu m'entends. Si, je t'entends, pas de souci. Si, ça va? Ok. Ouais, pas de problème. Ok, donc les priorités pour toi, donc tu as parlé des interlocuteurs et après des process et des indicateurs forcément. Et Oui. donc côté justement, si on rentre un petit peu plus sur les indicateurs, côté performance, les points sensibles sur du retail comme ça, c'est quoi en général, toi qui es un expert du retail? Alors sur la partie retail, quand je m'adresse, parce que j'ai deux types d'interlocuteurs. Il y a les interlocuteurs opérationnels, donc les équipes retail, et plutôt le groupe sur la partie finance. Donc le retail est intégré dans une BU, et donc il faut remonter sous des formats, les formats du groupe, des données. Donc j'ai ces deux types d'interlocuteurs. Pour la partie retail, eux, c'est d'avoir une vision qui soit détaillée. Ici, le retail est très dans le global local. Il y a une performance globale du retail, mais en fait, la performance globale du retail, elle est faite de chacun des points de vente. Et ce qui est vital dans le reporting sur le retail, pour les opérationnels, c'est les lignes du haut. C'est le chiffre d'affaires et la marge, comment il se constitue et quel KPI on met en place pour l'animer. Ça peut être bien sûr quel est le trafic, le taux de transfo, quelles sont les catégories de produits qui fonctionnent dans tel ou tel magasin. Voilà, quel format de magasin. Je suis dans une entreprise avec des formats qui sont des typologies qui sont différentes. C'est presque deux voire trois réseaux dans un réseau. D'accord, ouais. Voilà, donc il y a bien comprendre ce haut de tableau, parce que c'est ça qui les intéresse, c'est ça qui fait le. Et puis après, avec les opérationnels, gérer les grandes lignes de frais, qui que sont notamment les frais de perso. Ça, c'est parce qu'après les C'est la plus opérationnels, grosse voilà, partie. quand ils payent un loyer, ils n'ont pas forcément la main sur le loyer. Le loyer, il est là, soit on est capable de se le payer, ou on sera à même de se le payer à un moment, soit on n'est pas capable. Mais ils peuvent pas dire, moi je vais réduire le loyer ou je le. Voilà, quoi. Donc la grosse ligne de frais, c'est les frais de personnel. Voilà. Et après, et ensuite, plutôt là avec la direction du retail et aussi avec le groupe, quels sont les modèles qui fonctionnent? Quelle typologie? Là, dans une vision plutôt finance et PNL, je disais, il y a trois réseaux dans un, c'est quelle typologie est la plus performante en termes de bas de page? D'accord, ouais. Voilà. Une notion de classement, top. Les Oui, 20 c'est sur ça. 20, ouais. De modèles et puis les aider aussi à prendre les décisions qui peuvent être vers quelle typologie on doit développer ou quelle autre on dit là on a une sorte de plafond de verre où on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Voilà. Essayer de mettre aussi des notions de points morts, faire prendre conscience que très vite dans le retail, les gens qui sont opérationnels, moi j'ai la chance d'avoir fait un peu les deux, on est vite dans le détail, quoi. Oui, mais ça, on fait bien tout notre travail. Mais malheureusement, quelquefois, on fait bien tout notre travail sur plein de choses, mais le bas de page, il n'est pas bon. Et est-ce qu'on a encore des leviers pour y arriver? Je vais donner un exemple basique, mais si sur un point de vente, il manque 35% de chiffre d'affaires pour atteindre la Par rapport à rentabilité, l'objectif, ouais, voilà. Et si à un moment, c'est essayer de faire comprendre aux opérationnels, est-ce que tu as des leviers? Est-ce que tu as des leviers par de la com, par l'équipe qui est là, c'est pas la bonne équipe, ou est-ce qu'on a des leviers pour aller chercher ces 30% de chiffre d'affaires qui nous manquent? Soit on les a, soit on les a pas. Et donc on doit prendre des décisions. Ou au contraire, des magasins qui marchent bien, c'est quoi les bonnes recettes à dupliquer vers d'autres pour les aider à être plus performants? C'est très clair. Et du coup, comment tu aides en fait à passer de toi, du coup, tu identifies les axes d'amélioration et après tu transmets aux opérationnels. Et comment tu peux aider en fait à passer à l'action, à l'opérationnel à passer à l'action?
Alors, ce qu'il faut, c'est être. Moi, j'essaie d'être en proximité avec les opérationnels, il faut réussir à se faire intégrer. Il faut pas être. Je pense qu'il faut se faire intégrer dans quelques, pas partout, mais dans quelques réunions d'échange de performance et qui sont très opérationnelles. Donc comme ça, on écoute leurs problématiques, on va écouter, poser des questions et s'intéresser à leur business. Alors moi, c'est des métiers que j'ai fait. Donc je comprenais bien, mais il faut essayer de comprendre. Et je l'ai fait dans d'autres missions où il faut s'attacher à comprendre les problématiques des opérationnels. Pour donner, sinon on va juste donner des reportings et puis attendre qu'on nous dise les reportings ne sont pas suffisants, il faudrait autre chose. Il faut s'intéresser à leurs problématiques. Enfin, moi, c'est comme ça que je Il faut vois avoir des pour choses très avancer concrètes, rapidement. en fait. Oui, oui, oui. Et puis pour sentir les endroits où on peut avoir un impact, quoi. Et puis, si on crée une proximité dans les échanges, c'est aussi plus facile de dire quand les choses qui paraissent ne pas aller, il faut rester dans son rôle, quoi. Notre rôle, c'est le chiffre. Le chiffre, c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Il y a un moment, on est mieux que la moyenne, on est moins que la moyenne, on n'est pas suffisamment performant. Voilà. Il y a une notion, tout à l'heure, on disait, il y a une notion forte en retail, qui est la contribution du point de vente dans les résultats de l'entreprise. Pour les plus vieux, avant on disait plus facilement le BE, quoi. Est-ce que le point de vente, voilà, est-ce que le point de vente paye son exploitation? Est-ce qu'il peut payer, est-ce qu'il fait suffisamment de chiffres et de marge pour payer son loyer, ses charges, son personnel, sa logistique, son transport quand on vient livrer des choses. Voilà. Et c'est là tout le sujet, et c'est là qu'on doit faire comprendre aux équipes comment on peut articuler les choses. Ok, super. Donc ça, c'est la partie plutôt, je dirais, pilotage du quotidien. Et on a dit en intro qu'il y avait eu aussi dans ta mission une partie réflexion stratégique sur le modèle retail, où tu disais Oui. justement que le modèle était un peu compliqué, enfin le marché étant compliqué, et pour ton client, ça l'est encore plus. Oui, oui. Comment tu as abordé du coup cette partie-là? Alors, il y a déjà, c'est pareil, c'est le retail, il y avait une notion de. Évidemment, quand le retail, comme ici, comme chez ce client-là est en annexe, il faut savoir un petit peu détailler, pas trop, mais pas prendre le retail dans un gros paquet. Il faut essayer. Moi, j'ai essayé de découper en disant, bah, c'est ce type-là de point de vente fonctionne. Ce type-là de point de vente ne fonctionne pas. Ce type-là aujourd'hui est en difficulté, mais on pourrait. Et c'est là, et en tirant avec, parce que moi, je n'apporte pas des solutions, je pose des questions à un responsable régional, à un directeur de réseau, en disant, bah là, il y a des sujets, par exemple, il y a un type de nos points de vente qui avait des forts des frais de perso qui étaient très élevés, en fait, pour des contraintes d'amplitude horaire, d'obligations vis-à-vis de partenaires, d'avoir des gens sur des surfaces de vente, etc. C'était un peu souligner ça et essayer de travailler, c'est comment on peut gagner sur cette partie-là sans abîmer le chiffre d'affaires et le service client. C'est un exemple, mais c'est des choses comme ça. Mais donc dans les simulations, c'est essayer de ne pas être dans un gros paquet et sans être trop dans le détail, mais d'essayer Oui, de c'est ça. séparer les modèles, quoi. Ok. De Et de séparer les trouver le modèles. juste milieu de Ouais, niveau de détail, pouvoir se exactement. projeter en fait facilement. Oui. Et par rapport du coup à la direction, est-ce que ils font facilement confiance dans tes simulations? Comment est-ce que tu t'assures en fait que la relation se passe bien et que Moi, voilà, tes pour ce genre chiffres de choses, quand on doit faire des simulations, j'essaie de travailler en proximité euh, avec, là, pour le coup, l'interlocuteur principal, parce que c'est lui aussi qui est en charge de la stratégie du retail, c'est le directeur, le DG de la partie retail. J'essaie de travailler très en lien avec lui. Donc de l'écouter en amont. Et puis on sent arriver les sujets un petit peu, que si on est en proximité, si on va travailler de temps en temps. Moi, j'ai un bureau à la finance.
mais je peux aller m'installer et je vais m'installer régulièrement à côté du retail. Quand je vais travailler sur j'essaie de travailler avec lui, on veut simuler, il y a beaucoup de plans actuellement, de plans, bon, il y a tout l'exercice des forecasts classiques, et puis il y a des plans à moyen terme, où on commence où là on va simuler, on dit bah, et si on arrête on développe tel type de magasin, on arrête tel autre type, il y a des magasins où on arrive au bout des baux commerciaux. Il y a des hypothèses à prendre sur le chiffre, sur le développement ou les fermetures. Et là, j'essaie d'avoir avec lui de clarifier les choses. Et puis, il y a aussi des choses qui viennent en construisant. Donc, quelquefois, je prends mon PC, je vais m'installer au bureau à côté de lui. Et j'avance, et puis on avance un peu en itération, en se posant des questions. Et ça aide. Lui, il faut éviter l'effet tunnel. Je vais commencer tel truc, et puis je te rends dans 3 semaines ou dans 15 jours. Il faut qu'on en parle. Là, je suis par exemple en train de. Là, c'est un exercice un peu plus formel que juste des hypothèses, mais on doit construire un forecast 2. La boîte fonctionne comme ça. Bon, là, pour le coup, c'est assez classique, formel. On a les 2 semaines avant nos départs en vacances pour le finaliser. J'ai pris le planning et puis je nous ai mis 4 points dans les 2 semaines qui arrivent, sans mettre ce qu'on y fera dans ces 4 points. Mais il y aura forcément des questions à trancher, à échanger, qui permettront d'avancer et de lui de voir avancer les choses. De voir avancer que, attention, je sais pas, moi je dis des bêtises, mais on sait tous les deux qu'il y a en chiffre d'affaires, ça va être compliqué de tenir ce qu'on avait dit parce qu'il y a des magasins qui sont en difficulté plus que ce qu'on croyait, de chiffrer un petit peu au fur et à mesure pour que ce ne soit pas la surprise à la fin. C'est essayer d'éviter ça, essayer d'éviter cet effet tunnel et de donner de la visibilité. Tout en avançant. Voilà. Super, c'est la notion de co-construction, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, par rapport à cette émission-là, mais aussi l'émission précédente que tu as eue, là, tu as parlé de proximité. Est-ce qu'il y a, en termes de posture, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous partager en termes des conseils? Comment est-ce que toi, tu abordes les choses en tant que prestataire externe du coup? Alors moi, en tant que manager de transition, après, je pense que c'est des choses qui existent aussi quand on est en CDI, mais il y a cette notion bien être au service des gens pour qui on travaille, au service d'une BU. Quand je dis au service, c'est d'être qu'est-ce que je vais apporter en fait? Avoir cette posture-là de questionnement pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Et là-dessus, je l'ai dit au départ, pour les gens, il faut les rassurer. Donc il y a des impératifs qui ne sont pas quelquefois pas les choses les plus amusantes du job, mais quand on est sur des métiers du contrôle de gestion, par exemple, il y a pas mal de production. Et ça, si on les rassure pas en disant la production, même si un tel est parti très rapidement, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Et donc ça, il faut rassurer là-dessus et se mettre au service. Il faut être disponible. Il faut savoir s'arrêter, écouter quand il y a des besoins. Et sur la posture, faut être organisé, il faut essayer de planifier. Moi, j'essaie de planifier pas mal les choses parce que moi-même, ça me rassure. Donc, quand on arrive quelque part, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois? Et ça va structurer un peu les choses. Et puis mettre en place des process parce que tu l'as dit au début, on est là en transition. Donc on remplace quelqu'un et sans doute quelqu'un ou une autre organisation va nous suivre. Une personne ou peut-être différentes personnes. Donc il faut essayer de mettre en place des process. Écrire les choses pour que ce soit facilement transmissible. On revient du coup à ce que tu disais au tout départ sur qu'est-ce que tu mets en priorité. Tu as parlé des process et au final, à la fin aussi. Oui, ça fait partie les process te servent pour faire de la passation en fait derrière. Oui. Oui, parce que c'est ça qui va être, je pense que il y a une partie d'attendu qui est forte dans notre métier, de production récurrente qui est forte. Et si on travaille, là, moi, si je travaille dans une structure où je suis annexe, donc je suis un petit bout d'un gros truc, qui elle-même est rattachée à un groupe qui attend aussi
donc il y a des attendus en termes de production, de délai, etc. Et ça, c'est important de le respecter. Qu'on peut être super bon dans la prévision, et je vais travailler sur un nouveau modèle avec. Et si on ne fait pas le minimum qui est l'attendu, bah, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Voilà. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup pour ce partage. Si tu as une petite phrase de conclusion par rapport voilà, à cette mission, comment est-ce que tu résumerais ta mission? Alors, comment je résumerai ma mission? Sur débrouille-toi, sois autonome. Ça fait partie quand même de la. Il faut l'entendre en tant que manager de transition, enfin, quel que soit le nom. Partout où je suis passé, il y a très vite, on te demande d'être autonome, et ce qui est normal, parce que normalement, on a un peu d'expérience. Faut se le dire, ça coûte cher quand même à l'entreprise, donc il faut leur montrer que on peut faire confiance et il n'y a pas besoin d'un accompagnement trop fort. Donc, sois autonome, sois organisé et prépare ton départ. Voilà. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais sois aussi on a la chance d'être, il faut être dedans, c'est-à-dire qu'il faut être dedans et dehors, quoi. Ce rôle un peu, on doit être suffisamment impliqué avec les équipes. On n'est pas un consultant d'un cabinet qui vient faire une interview et donner un PowerPoint à la fin. Être impliqué avec les équipes, mais en même temps être dehors et être capable de dire les choses telles qu'on les voit. Et après, les gens prennent ou prennent pas, mais en tous les cas, on se doit de dire les choses. Les choses où ça va pas, les choses où ça va. Et profiter, le lien, on est là. Ouais, voilà, et on est libéré de tout le sens politique d'une entreprise, de liens hiérarchiques, donc on a cette liberté de parole et ça, il faut l'utiliser. Super. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Merci, je pense qu'en plus, ta mission a été prolongée, donc c'est que ça fonctionne bien et que voilà, félicitations. Merci. Merci beaucoup, à une prochaine. Merci Stéphanie, au revoir. Au revoir.